Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de cette nouvelle saison de SOS Amina. Donc SOS Amina, qu'est-ce que c'est? Quel est le principe de cette émission? On va dire bimensuelle, c'est pas tous les mois, c'est plutôt tous les 2 mois. L'idée, c'est de répondre à des problématiques liées au cosplay, à la création artistique, aux photos ou à la communauté cosplay en général, etc. Et d'y répondre, moi, avec mon ancienneté et mon expertise de 20 ans, mais aussi avec le chat Twitch qui est là normalement pour aider, pour partager aussi son ressenti, ses conseils. Le mot d'ordre, c'est, bon, il y en a plusieurs, la bienveillance, la tolérance et l'entraide. Ça fait 3. Du coup, la première question d'aujourd'hui, titre de son problème, comment être crédible en faisant de l'héros cosplay? Décris le problème. Je vous lis ce qu'elle m'a écrit. Hello, merci pour ce format que je trouve super et grave bienveillant. Merci à toi. Mon souci est le suivant. Je suis héros cosplayeuse et actrice X, et c'est important parce qu'on ne parle pas juste de petites photos topless ou du boudoir, quoi. J'ai rajouté le boudoir, mais dans l'idée, c'est pas juste, on va dire, des photos en lingerie, c'est vraiment actrice X depuis plus de 3 ans. Je faisais jusqu'à présent du cosplay seulement acheté, donc malgré mes longues heures de travail sur les wigs, le décor, le RP, etc., j'avais pas trop de soucis à ce qu'on ne me voit pas comme une vraie cosplayeuse, elle a mis entre guillemets, entre vraies cosplayeuses. Le problème, c'est que j'ai commencé récemment les shootings pro, le craft et bientôt la couture. Et j'ai terriblement peur que même si je me mets à créer des bangers monumentaux, je reste classée à tout jamais comme la cosplayeuse qui montre ses fesses. Je suis un peu perdue, je ne sais pas si je devrais faire un compte Insta seulement dédié à du cosplay pur et dur, si même avec ça, on ne viendra pas me parler de mon autre type de contenu, malgré le fait que je renie rien, j'assume totalement. Qu'en penses-tu et as-tu déjà vu ce genre de problématique? Donc quel type de solution cherches-tu? Elle a mis un avis honnête, un débat. Je suis pas susceptible, tu peux être franche et ta commu aussi. Donc ouais, sacrée question. Et souhaites-tu ajouter, à la fin il y a toujours un encart pour ajouter. Elle est trop mignonne, elle m'a dit j'adore tes vidéos, elles sont tellement encourageantes. Merci, merci beaucoup, ça me touche énormément. Donc pour commencer, on est sur une question hyper intéressante, mais ouais, sacrée question. Donc la question, je vais la noter globalement, c'est est-on moins crédible lorsqu'on fait de l'héros cosplay? Qui est une question en vrai qui se pose et que je comprends tout à fait que la personne se pose cette question. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans très peu de temps, je vous mets un petit fond pour qu'on la lise mieux. Voilà. Est-on moins crédible lorsqu'on fait de l'héros cosplay? Parce que c'est ça sa question. En gros, est-ce que quand je fais de l'héros cosplay, est-ce que je vais toujours être rappelée en fait à mon travail d'héros et que du coup mon travail hors héros ne sera pas apprécié de la même valeur, à la même hauteur que mon travail héros, en quelque sorte. La question, elle me demandait déjà, as-tu déjà vu ce genre de problématique? Tout à fait. J'ai beaucoup d'amis dans l'héros cosplay et dans le X. Et je sais que j'ai une amie qui m'a souvent dit que, en gros, elle fait des crafts de ouf. Mais genre vraiment des super props, super bien bossés, très bien peints, très bien poncés. Enfin, c'est vraiment des beaux props qu'elle fait. Et malgré tout, en fait, les gens, surtout sur des plateformes type Reddit et tout, en fait, ne prennent pas au sérieux son travail de craft parce que à côté, elle est héros cosplayeuse. Parce que dans notre société, on est quand même dans une société qui marginalise beaucoup le travail du sexe et qui marginalise surtout beaucoup les femmes dans le travail du sexe. Les hommes, c'est moins gênant, les femmes quand même. Bon, du coup, cette marginalisation et cette, on va dire, stigmatisation des travailleuses du sexe, donc les TDS, ça sera plus rapide de dire, va venir forcément influer et donner des biais, soit conscients ou inconscients, sur la réception du public. Après, comme toi, t'assumes ton travail, que t'assumes complètement ton activité de TDS et tout, alors oui, ça va arriver, mais en même temps, je veux dire, ceux qui vont le faire, c'est des tocards, tu vois. Les vraies personnes
qui sauront remarquer le travail derrière. Ce sera vraiment elles sur lesquelles il faudra se concentrer. Et se concentrer justement sur les personnes qui seront là pour le craft. Après, quant à la question sur se faire plusieurs Insta, alors Valentin dit que je pense séparer les comptes peut être une bonne idée, tout simplement car le but n'est peut-être pas le même entre les deux. Le compte héros est plus à but de vendre des abonnements, donc lucratifs, alors que le compte craft n'a pas cette vocation de business et le contenu est différent à cause de ça. Je suis assez d'accord. Moi j'aurais tendance à faire peut-être deux comptes pour séparer aussi le business on va dire, du hobby. Même si tu craftes pour ton business, rien t'oblige en fait à crafter, tu le fais par plaisir. Donc pourquoi pas séparer les deux. Et comme ça te permet d'avoir sur ton compte héros vraiment une DA très héros, très liée à ton business d'héros. Et comme dit Valentin, à but de vendre des sets, des abonnements, je sais pas, ton OnlyFans, ton Patreon, enfin il y a sûrement des plateformes qui vont te rémunérer. Et avoir un compte sur lequel tu peux te permettre d'être plus libre et justement de poster plus de whip, de craft, etc. Après, gérer deux comptes, c'est toujours plus de travail qu'un seul compte, mais parfois ça peut valoir le coup pour pas perdre ses abonnés. Pas perdre dans le sens ils partent, mais dans le sens ils comprennent pas ce qui se passe. Et du coup, ça va te permettre aussi, parce que ton compte héros, il est forcément dans l'algorithme considéré comme un compte héros, et donc proposer à des personnes qui consomment de l'héros, ça peut te permettre, avec un autre compte, du coup, de toucher des personnes qui sont pas forcément dans l'héros. Il y aura toujours des gens pour te parler de ton compte d'héros qui vont venir et te dire hey, c'est toi qui as fait ça, est-ce que t'es comme si... Il y aura toujours des gens pour en gros, soit te ramener à ton business d'héros uniquement, ce qui est pas grave parce que c'est un business et t'en es fier et c'est trop cool, tu vois. Mais il y en aura forcément qui vont essayer de l'utiliser de manière négative. Forcément. Mais en même temps, c'est déjà le cas, je pense. Donc, l'un ou plus. L'intérêt de faire un autre compte, c'est aussi de toucher plus de gens. Pour ma part, qui ne suis pas de contenu héros, je vais pas aller m'abonner si sur un compte. Exactement. Parce qu'en fait, le compte héros, il y a beaucoup de gens aussi qui sont en safe for work dans leur recherche. Ce qui est normal, parce que peut-être qu'ils regardent leur réseau au boulot, dans les transports, et ils sont en safe for work. Du coup, ton compte héros, il sera pas proposé. Alors que si tu proposes du craft sur un autre compte, il sera pas not safe for work, donc il sera plus facilement proposé à des personnes comment dire, ce sera plus facilement proposé à des personnes qui apprécieront ton craft. Si ton but en fait c'est que les gens apprécient ton travail de craft, je pense que c'est important de séparer les deux, parce qu'effectivement il y a beaucoup de gens en plus, si tu veux, qui n'aiment pas forcément le contenu héros, et c'est ok, tu vois, t'as le droit de pas forcément apprécier le contenu héros parce que t'es quelqu'un de très pudique là-dessus, ou juste t'aimes pas, enfin bref. Et du coup, ils ont pas forcément envie que entre tes deux postes de craft, ils vont se prendre un contenu héros, alors c'est pas du tout leur kiff, et au bout d'un moment, ils vont se désabonner peut-être, tu vois. Alors que si c'est séparé, je pense que pour eux, c'est plus simple de faire le choix sur pourquoi ils te suivent. Pour moi, c'est pas si différent que d'avoir le compte Anina et le compte Anina Props. Je suis d'accord, j'ai un compte Anina Props qui est une vitrine et un compte Anina qui est, on va dire, l'artiste, quoi. J'ai mon business et mes produits d'un côté sur un de mes comptes, qui est un compte, en fait, business. Et après, j'ai mon compte d'artiste qui est sur moi, en général, voilà. Mais par contre, par exemple, moi, pour avoir eu un compte un peu boudoir que j'utilise plus du tout et tout, pour avoir eu un compte comme ça que j'ai pas mis j'ai pas fait de mise à jour depuis plus d'1 an, je poste pas dessus, j'ai complètement laissé le truc parce que j'ai pas le temps et j'ai pas l'envie de le faire pour l'instant. J'ai quand même régulièrement des messages d'un ou deux gars, mais c'est deux gars qui vont tout le temps me reparler de ça. En fait, tu peux jamais y échapper. Parce que les mecs, ils te laissent jamais tranquille, même si tu fais comprendre que non, là, je m'en occupe pas. Enfin, en plus, ça me paraît évident, ça fait 1 an ou 2 que j'ai pas posté dessus, c'est évident que j'ai un peu laissé tomber. On va quand même te poser la question, te poser la question, te poser la question. Donc voilà, ça t'y échappera pas, mais c'est le jeu. Le conseil, c'est pour tous les âges, donc avoir 2 comptes, c'est bien. Salut Lupan!
Au moins, c'est safe pour un des comptes. Oui, puis ça veut dire que ton compte craft, tu peux aussi le proposer effectivement à des plus jeunes. Et du coup, ça peut être bien. Mais par contre, il faudra vraiment bien séparer les deux parce que du coup, comme tu en as un qui sera forcément safe for work, tu auras forcément un public qui sera sûrement plus jeune. Et du coup, faudra pas forcément faire la bascule avec l'héros, c'est-à-dire repartager ce que tu fais en héros et tout. Parfois, on peut faire ça. Là, faudrait peut-être éviter. Je débarque en plein milieu, mais en tant qu'abonné, je trouve ça plus pratique que les deux soient séparés. Je ne suis pas le même type de contenu sur chacun de mes comptes et ça permet aussi de ne pas scroller de l'héros à la pause midi. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Je suis assez d'accord. Tu scrolles pas pour les mêmes raisons, tu regardes. Je pense que il y a des gens qui apprécient et le craft et l'héros. C'est le cas pour plein de gens. Mais il y a aussi des gens qui n'apprécient que l'héros et pas le craft. Et des gens qui n'apprécient que le craft et pas l'héros. Et je pense que c'est plus facilement séparé que rejoint. Donc je pense qu'avoir deux comptes, c'est pas mal. Et je comprends la réflexion de se dire putain, je vais toujours être catégorisé comme... Mais en même temps, je suis pas sûre que ce soit le cas. Et même si c'était le cas, j'ai envie de dire et alors, parce que ce que tu fais, c'est stylé. Tu vois? Si t'es fier de ton travail, de ce que tu fais, oui, peut-être que je monte mes fesses. Et en plus, je fais des cosplays hyper stylés. Toi, tu fais aucun des deux. Enfin, tu vois, je pense que c'est pas... En fait, les gens vont l'utiliser peut-être de manière dénigrante, mais c'est pas si dénigrante en mode bah oui, je monte mon cul. Et en plus, regarde la super robe de bal que j'ai faite. Voilà, multitask, incroyable. Donc je pense que c'est même quelque chose dont tu peux être fier. Tu vois, si t'en es fier, bah reste-en fier et sois pas, on va dire, bloqué par ça. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que faire un deuxième compte, si tu veux vraiment que le craft soit accepté, je pense que faire un deuxième compte, c'est plus judicieux. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'on a bien répondu à la question? Je pense, hein. En vrai. Le chat, est-ce qu'il y en a qui ont d'autres choses à dire? Et je dirais, Valentin, je dirais, tout à fait, comme les Pokémon. Avoir le ban facile, c'est bien. Ça, c'est vrai. C'est vrai que si t'as des gens qui viennent sur ton contenu, par exemple, ton contenu craft, pour dire tu poses pas ça aujourd'hui, et se moquer de toi, bam, tu bannes. Et en plus, comme tu auras deux comptes, dans l'hypothétique où tu as deux comptes, si tu as deux comptes, ça ne banne pas forcément ton deuxième compte. Toi, tu peux choisir, je crois, si tu bannes des deux comptes ou que d'un. Et du coup, ça enlève pas un client potentiel, tu vois. Mais en même temps, est-ce qu'on a envie de tocards comme ça dans notre communauté? Je suis pas sûre. Mais je me dis que pour faire du X, tu dois quand même avoir un mental assez fort parce que c'est quand même un milieu difficile. On le sait. Du coup, je me dis que t'as le mental pour tanker si jamais il y a 2-3 connards qui viennent te faire chier pour les bans, tu vois. Faut pas hésiter à bloquer les rageux. Amen. Je propose de passer à la question suivante. J'essaye maintenant de ne pas passer 20 000 ans sur une question parce que j'ai tendance à me répéter. C'est un défaut de prof qui est en fait de reformuler constamment pour être sûr qu'on comprenne bien ce que je dis. Et j'essaye de le faire moi en stream parce que sinon j'ai l'impression de me répéter quand je fais mes montages. Deuxième question du SOS Elina saison 2. Alors, coucou Elina, je suis récemment tombée dans Clair Obscur. Entre parenthèses, tu ne peux pas me blâmer. Le nombre de personnes qui m'ont dit qu'ils sont tombées dedans à cause de mon let's play, je vous aime, sachez-le. Et j'aimerais faire des cosplays de ciel et lune. Nos femmes. Problème, elles ont des tatouages assez chiants. J'ai vu que tu proposais des designs sur ton site. Je ne sais pas s'il y a celui des bras de lune. Mais concrètement, comment ça marche? Faut-il un matériel spécial? Est-ce que ça a un coût élevé? Est-ce que c'est un coût élevé? J'aimerais que ça reste assez chill niveau tarif pour ces cosplays que je compte faire placard. En tout cas, j'adore ce que tu fais. Et elle veut prendre tous les conseils et une réponse sur le côté pratique. Là, en plus, je peux te répondre. Et en plus, c'est pas si long. Donc, j'adore cette question parce qu'elle va pas me prendre 3 heures et j'ai une réponse parfaite. Du coup, j'ai pas les tatouages de lune, tout simplement parce que aujourd'hui, avec la technologie que j'utilise moi pour les tatouages,
le doré ne s'imprime pas. Voilà, le doré ne marchera pas. En tout cas, pas vraiment bien, ça rendra pas aussi bien. Du coup, j'ai pas fait l'une, mais dans l'idée, j'aimerais bien, mais c'est vrai que ça se prête pas trop dans ma technique. Est-ce que c'est cher à faire? Pas du tout. Parce que en fait, j'achète du papier, premier prix, tatouage éphémère Amazon. Ça coûte 10 € pour 10 feuilles, je crois. Et en gros, le tatouage d'ici de ciel, si tu fais une version où elle a un truc qui remonte un peu, ça prend qu'une feuille. Si tu fais tout le tatouage parce qu'elle est un peu plus décolletée, c'est 2 feuilles. Et en fait, tu payes juste ça, tu le passes dans ton imprimante, tu suis les indications du papier et après tu l'appliques sur toi. Donc ça t'a coûté 10 €. Voilà. Après, si tu le refais souvent, il faut racheter du papier et tout. C'est pas le rendu le plus clean, mais c'est en termes de rapport qualité-prix et rapidité le meilleur que j'ai trouvé. C'est-à-dire que tu n'as pas à te maquiller, donc tu gagnes 5 à 6 heures de maquillage vu la complexité des trucs. En plus, tu peux trouver des papiers éphémères pas très chers. Du coup, tu peux le faire chez toi et tu peux le faire du jour au lendemain. Il suffit que tu aies le papier sur toi, bam, tu as le motif, tu l'imprimes et c'est bon. J'ai fait une vidéo sur Instagram et TikTok, tutoriel sur comment l'appliquer. Il y en a même 2. Il y en a une où je montre comment je dessine et j'applique et une où je montre comment j'applique. Donc n'hésite pas à aller voir sur Insta et TikTok. Tu as vraiment 2 mini tutos dessus et c'est pas cher, c'est rapide. C'est la meuf que je préfère, quoi. Donc voilà, moi ce que je cherche, d'ailleurs je dis appel au public, je cherche un fournisseur, un imprimeur qui puisse m'imprimer des tatouages de haute qualité pour le cosplay et qui soit pas hors de prix. L'idée, c'est que je puisse, par exemple, comme je vais faire Jinx et que j'aimerais bien la porter plusieurs fois, j'aimerais bien... Excusez-moi. C'est une alarme. J'aimerais... Donc, comme je voudrais faire Jinx et la porter plusieurs fois, j'ai pas changé la question en haut, tu as raison, je change tout de suite. Je vais pas y arriver. Question 2. Comment faire des tatouages, des faux tatouages. Donc, je disais, comme je voudrais faire Jinx et la reporter plusieurs fois et qu'elle a beaucoup de tatouages et que, en fait, mon imprimante, c'est une imprimante pas très haut de gamme, donc pour des couleurs comme le bleu, ça ressort pas hyper bien. Là où le noir, ça le fait, c'est ok. Pour ciel, c'est parfait. Pour Jinx, la couleur bleue, je trouve qu'elle sort pas très bien sur cette imprimante. J'aimerais trouver un fournisseur, un imprimeur, qui puisse m'imprimer des tatouages de manière plus particulière, donc pas en grossiste, quoi. J'ai pas besoin d'avoir 300 tatouages de Jinx, quoi. Et où la qualité d'impression et des couleurs est vraiment jolie. Voilà, donc si quelqu'un a une adresse ou quoi, je prends. Ça m'intéresse particulièrement pour Jinx. Et si en plus il propose des impressions avec des pigments dorés, I am here. Voilà, parce que dans ce cas-là, pour Lune, c'est assez stylé. Parce que la dernière fois, j'ai peint tous les tatouages de Lune sur le bras. C'était interminable. Et j'ai vu des gens qui l'imprimaient avec un effet doré, mais je suis pas des plus fans du rendu. Du coup, c'est vrai que j'aimerais bien trouver un imprimeur spécialisé. Mais en tout cas, le faire soi-même, ça vous coûte 10 balles à tout péter. Vous tapez tatouage éphémère papier, Amazon, AliExpress, dans les magasins de loisirs créatifs. C'est les papiers qui sont utilisés pour les enfants, hein, tout simplement. Pour faire les papiers. C'est comme les papiers Malabar. Voilà, donc facile à appliquer, facile à enlever. Vérifiez que vous n'êtes pas allergique comme d'habitude. Ça ne tient pas forcément de la même manière sur toutes les peaux. Par exemple, sur moi, je peux les enlever très facilement. Ils ne bougent pas, mais si je chope un coin et que je tire, je l'enlève par gros morceaux. Lunettes, elle en a eu un, elle n'arrivait pas à l'enlever. Donc je ne sais pas ce qui fait ça. Est-ce que j'ai une peau grasse et luisante et du coup ça ne tient pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, notre peau ne réagit pas forcément, donc faites des tests aussi. Voilà. La question était répondue. Est-ce que le chat a d'autres astuces voilà. Parce que franchement, faire un maquillage, c'est assez cher et c'est assez long. Par exemple, vous savez, j'ai fait Rumi avec les marques là, de démons. Et du coup, j'avais fait uniquement la tête, les bras et le ventre. J'ai même pas fait les jambes. J'ai utilisé le crayon entier holographique que j'avais acheté, et ce putain de crayon il coûtait 15 ou 16 balles l'unité.
Ça veut dire que pour faire même pas la moitié de mon corps, parce que mes jambes sont un peu grandes et plus épaisses que mes bras, pour faire, on va dire, la moitié de mon corps, ça m'a déjà coûté 15 à 16 euros. Et en plus, ça m'a pris 2 heures et c'était pas hyper net. Pour moi, le maquillage, c'est vraiment la mauvaise idée. C'est pratique quand t'as vraiment pas d'autres solutions, quoi. Mais si t'as d'autres solutions, je conseille vraiment les tatouages à imprimer. L'huile d'olive, pour l'enlever, c'est nickel. Ah, j'ai jamais essayé. J'avoue que je me démaquille à l'huile en même temps, donc ça ressemble. Alors, c'est ça. Il y a aussi le papier tatouage de Cricut. Ça, j'ai vu que ça existait. Mais ça veut dire qu'il faut une Cricut. Déjà, moi, j'ai pas de Cricut. Donc, c'est pas du tout le même budget. Si t'as une Cricut, sache qu'il existe des papiers tatouages que tu peux découper. Donc, c'est trop cool. Mais pour ça, il faut une Cricut. Voilà. Ou alors, si t'as des potes qui ont une Cricut, en vrai, ça se fait. Hein. Passons à la question 3. Alors, c'est laquelle? Je me souviens plus de l'ordre. Alors, vous êtes prêts? Là, c'est une question, on va avoir besoin de vous, le chat. À vos claviers, parce que là, c'est une question qui demande beaucoup plus d'avis différents et de conseils de personnes différentes. D'accord? La personne souhaite rester anonyme. Et son titre, c'est « Trouver son groupe d'amis ou sa communauté ». La personne explique son problème. J'ai toujours rencontré des super gens dans la communauté cosplay, aussi bien en tant que cosplayer ou photographe, mais j'ai toujours eu l'impression d'arriver dans des cercles prédéfinis où je ne peux pas trouver ma place. J'adorerais faire des projets avec beaucoup de monde, cela dit, ou simplement me faire des bons amis. En fait, elle m'a dit que quand je écris quel type de solution cherches-tu, la personne me répond je sais pas trop. Mais en gros, c'est une personne qui attendez, souhaites-tu rajouter quelque chose? La personne a marqué c'est vraiment pas une question ouin ouin pick me, au contraire, il n'y a pas de plainte particulière victimisante, je voudrais justement mieux m'intégrer. En fait, la solution qu'elle cherche, cette personne, c'est ça, c'est en fait comment s'intégrer à des groupes prédéfinis dans le cosplay. Parce qu'en fait, elle se sent jamais vraiment à sa place. Donc, je vais changer le titre de la question. Cette fois, j'oublie pas. Question 3. Comment s'intégrer à un groupe prédéfini prédéfini, voilà. Donc, Valentin, faut se forcer de rien. C'est plus complexe que ça, mais globalement, je vois ce que tu veux dire. Cette idée d'arriver toujours après tout le monde et du coup, tout le monde est déjà copain avec tout le monde et toi, t'es en mode, bah moi, je suis nouveau ou nouvelle et du coup, j'arrive pas à m'intégrer. J'arrive pas à me faire des amis, j'arrive pas à... Je me sens toujours à part. Déjà, il y a plusieurs choses. Parce que là, en fait, ton problème, il est assez succinct finalement. Mais est-ce que c'est que dans la commu cosplay que c'est le cas ou est-ce que c'est en général en fait que tu n'arrives pas à t'intégrer et dans ce cas-là, c'est peut-être un problème plus global que la commu cosplay. Mais personnellement, je vais rattraper le chat après, vous inquiétez pas. Personnellement, j'aurais tendance à dire que si les groupes, tu ne trouves pas ta place, c'est que ce n'est pas un groupe pour toi. Je pense que naturellement, surtout en vieillissant, ça se remarque de plus en plus. Enfin, je trouve qu'en vieillissant, je le remarquais plus facilement. En général, un groupe où tu ne te sens pas à ta place, c'est qu'il y a une raison. Que tu peux nommer ou pas. Parfois, c'est juste des feelings. Parfois, juste les gens sont sympas. Toi, t'es sympa, mais juste, il n'y a pas la complicité qui s'installe. Et peut-être que ça veut dire juste qu'il faut chercher d'autres groupes jusqu'à trouver un groupe où tu te sens à ta place. Et ça arrive à tout le monde. On a tous eu des groupes d'amis où on s'est un peu forcé de traîner avec parce qu'on a envie d'avoir un groupe d'amis, qu'on ne veut pas être tout seul et qu'en plus, ils sont objectivement sympas, mais tu ne te sens pas complètement à ta place. Bah, c'est tout simplement parce que ces personnes-là, elles sont sympas. Bah, ça restera on va dire des connaissances ou des potes de loin, c'est-à-dire que des personnes que tu apprécies, mais pas forcément en amis proches. Et d'autres personnes, ça va cliquer. Et là, vous aurez une complicité qui va plus facilement se construire. Et là, tu te sentiras plus facilement à ta place. Voilà. Moi, je pense que quand tu ne trouves pas ta place dans un groupe, c'est que peut-être quelque part, ce groupe n'est pas fait pour toi. Après, il y a aussi des questions d'effectivement se forcer. C'est-à-dire que parfois, on a des
problème d'intégration. Malheureusement, c'est pas un truc que j'ai trop vécu. Enfin, heureusement pour moi, mais c'est-à-dire que je suis quelqu'un. En fait, je suis très à l'aise socialement, alors que je déteste ça. En fait, moi, je me considère pas à l'aise socialement. Je vais vous l'expliquer comme ça. Je me considère pas à l'aise socialement, mais de l'extérieur, je parais très à l'aise socialement. Et de l'extérieur, je m'intègre extrêmement bien au groupe parce que je suis une experte en masking. C'est-à-dire que je sais prendre tous les éléments de langage d'un groupe, comprendre très rapidement les dynamiques de relations, les intérêts des machins et tout. Je chope tout, hop. Je me maquille, je me change et je suis quelqu'un qui est du groupe, tu vois. En gros, je suis très douée en imitation. Mais ça crée pas des liens profonds et c'est ce qui fait que pendant beaucoup d'années, j'ai pas créé des liens très profonds avec les gens. C'est parce que j'ai toujours été un peu dans cette superficialité. Et c'est aussi parce que je ne me forçais pas à vouloir m'intégrer différemment que dans la superficialité. Je rattrape le chat qui va peut-être étayer ce que je dis. Alors, attendez, je prends juste mon... Alors, essayez avec plusieurs groupes différents jusqu'à trouver celui qui nous convient. Bon, bah, c'est ce que je disais, c'est très bien. Être patient, ne pas avoir peur de proposer des projets aux gens. Il n'y a qu'en passant du temps avec des gens qu'on peut établir des relations avec eux. Ça, je suis assez d'accord. Il y a des gens aussi, on leur donne pas la chance de les connaître. Je sais pas comment vraiment expliquer ça, mais autour de moi, par exemple, j'ai des amis aujourd'hui que j'ai et que j'adore. Ça fait des années qu'on gravite un peu dans les mêmes sphères, mais on n'avait jamais pris le temps juste tu vois, de passer du temps ensemble et de se rendre compte qu'en fait on avait plein de trucs en commun et qu'on s'entendait très bien. Par exemple, si j'ai un exemple très concret, j'ai une copine qui s'est mise en couple avec quelqu'un. La personne avec qui elle s'est mise en couple, c'est quelqu'un que je connais depuis 15 ans, mais avec qui j'avais fait des soirées et tout, hein. C'est quelqu'un qui gravite dans mon centre, enfin dans mon groupe élargi d'amis depuis 15 ans, donc on se connaît depuis 15 ans, enfin, on se connaît très bien, mais on se connaît quoi. Et depuis que cette personne est en couple avec mon amie, j'ai vraiment passé du temps avec elle. C'est-à-dire que j'ai vraiment passé du temps avec cette personne, j'ai vraiment discuté avec cette personne. En fait, on s'est vraiment intéressé à ce qu'on était et tout. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait énormément de points communs, énormément de choses en commun et qu'on s'entendait très très bien. Et en fait, on s'était juste jamais donné l'occasion de passer du temps ensemble. Et jusque-là, enfin, je pense que les années précédentes, je m'étais jamais dit cette personne pourrait être mon amie ou je me sens à l'aise avec elle, parce que j'avais même pas cherché à vouloir l'être, parce que je ressentais pas le besoin, tu vois, sûrement, mais donner du temps aux gens pour établir des relations et s'intéresser aussi réellement aux gens, je pense que c'est important. Tout le monde arrive après tout le monde, en fait. Exactement. Les groupes d'amis se construisent rarement d'un coup comme ça. Des fois, c'est un duo qui se transforme en trio. Ça, c'est vrai. Les meilleurs groupes cosplay, c'est nos potes dans la vraie vie. Donc faites du chantage affectif à vos potes pour qu'ils fassent du cosplay. Allez, si tu fais pas ce cosplay avec moi, t'es plus mon ami. Si tu ne te sens pas inclus, c'est peut-être que ceux du groupe préfèrent rester entre eux et n'ont pas envie d'inclure d'autres personnes, mais n'osent pas te le dire. Et ça, je suis assez d'accord, oui et non. Salut, Sombrevent. En gros, je suis assez d'accord. Je pense que quand tu te sens pas inclus, parfois c'est des signaux que les autres ne veulent pas t'inclure. Ça, c'est vrai. Mais attention au manque de confiance en soi où on a tendance à s'auto-saboter et à penser que les gens nous aiment pas, que les gens veulent pas passer du temps avec nous, qu'on n'est pas inclus, parce qu'en fait, nous, on projette le fait que nous, on s'inclut pas et que nous, on rejette les autres dans ce qu'on pense des autres. C'est-à-dire que votre propre insécurité, vous allez la projeter sur les autres et du coup, vous allez vous dire « Ouais, il m'inclut pas », alors qu'en fait, c'est vous qui refusez de vous inclure par peur d'être rejeté. C'est un peu un cercle vicieux. Donc attention quand même, ça peut être le cas, ça peut être un signal réel que le groupe ne veut pas forcément t'inclure sans que le groupe s'en rende compte, hein, c'est pas forcément malicieux. Mais ça peut aussi être juste toi qui t'autorise pas à t'inclure. Donc faites attention à ça. Je rattrape. Tu sauras quand tu auras ta place dans un groupe, il faut essayer un peu et voir comment ça se passe et ne pas hésiter à passer à autre chose éventuellement. Bah, je suis assez d'accord. En fait, il faut créer des occasions, il faut rencontrer des gens, il faut aussi être prêt à s'ouvrir à des gens
Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu peur de créer des liens parce qu'ils ont été déçus par le passé, parce que plein de raisons en fait, des petits traumas par-ci par-là, d'amitié passée, qui ont du mal à faire confiance ou qui ont du mal à se livrer, et du coup ils créent pas des liens. Mais il faut s'autoriser à être un peu vulnérable pour créer des liens aussi, je pense. Et il faut aussi s'attendre, parfois à être déçu et parfois justement être très surpris et très content. Et je le dis à chaque fois, mais en vieillissant, ça va mieux. Vraiment. Je trouve mes relations à plus de 30 ans beaucoup plus intéressantes, saines et agréables que les relations d'amicales que j'avais à 20 ans. Et non pas que les gens que j'avais en ami à 20 ans étaient des mauvaises personnes, loin de là. Juste, socialement, tu crées des liens plus durables et plus profonds en vieillissant, je trouve, c'est perso, que quand t'es jeune où c'est un peu plus superficiel. Et du coup, je pense surtout pour les gens qui ont du mal à créer des liens, en vieillissant c'est un peu plus simple, mais il faut aussi s'autoriser à sortir de sa carapace. Salut Ina! Salut Lucie! Oh, il y a du monde! Un groupe préétabli depuis longtemps n'aura pas les mêmes liens qu'avec toi. Oui, ça c'est normal. Tu peux pas. Puis aussi, il faut pas jalouser les relations des autres. Dans un groupe préétabli où les gens se connaissent depuis 10 ans, tu ne peux pas t'attendre à toi avoir un lien aussi peut-être complice ou fusionnel que des personnes qui ont une relation depuis 10 ans. Et c'est OK. Vous aurez un autre type de relation. Et je dis qu'il ne faut pas jalouser, c'est pareil. Par exemple, il y a souvent dans les trios ou à 4, bah, tu peux facilement te dire « Ah, mes bidules et bidules, elles sont plus proches et moi, je me sens plus à l'écart, je me sens pas incluse dans leur... » En fait, c'est OK parce qu'on a tous des relations différentes les uns avec les autres. Et c'est bien qu'on soit pas tout le temps tous proches. C'est bien d'avoir des amis où tu as une complicité très forte et presque fusionnelle, des amis où justement vous voyez moins souvent mais c'est toujours un peu marrant, des amis un peu plus éloignés, etc. etc. Mélangez vos types d'amis. J'espère que j'ai pas tout raté. T'as tout raté, Ina. Hop, hop, hop. Et s'intégrer dans un groupe cosplay, ça revient aux amis IRL. Moi, je suis assez d'accord. En fait, je pense que les personnes qui ont du mal à créer des amis dans le cosplay ont peut-être du mal à créer des amis dans la vie en général, parce que je pense que c'est aussi lié à leur introversion, lié peut-être à leur canaux de communication. Il faut aussi trouver des gens qui considèrent l'amitié un peu comme vous, pas à 100%, on n'a jamais 100% un match dans la manière dont tu considères l'amitié, mais on n'a pas tous les mêmes attentes en amitié, on n'a pas tous la même manière de montrer notre amour, notre amitié, etc. Et c'est bien d'avoir des gens qui s'expriment à peu près de la même manière parce que du coup on se comprend et on se pose moins de questions. Moi j'arrive pas à créer des liens avec des gens, j'appelle ça des normies, mais des gens de tous les jours, c'est très je crée aucun lien, je me sens jamais à ma place et j'arrive pas, mais je pense que c'est parce que nos canaux, déjà on n'a pas d'intérêt en commun, mais surtout nos canaux de communication sont à l'opposé, tu vois. Et eux, j'ai du mal, et pourtant j'ai vécu très longtemps entourée de gens comme ça parce que j'ai évolué dans ce type d'univers. Et bonsoir. Pour les projets de groupe, les projets passion dans les niches, parce que c'est bien plus facile de connecter quand tu as un truc fort en commun. Ça, c'est vrai. Quand tu fais un groupe niche, exemple, Aikatsu, je vise pas du tout une amie en particulier qui est fan d'Aikatsu. Mais par exemple, si tu fais du Aikatsu, c'est pas tout le monde qui fait du Aikatsu. C'est-à-dire vraiment que c'est très particulier, c'est très niche. Donc, c'est-à-dire que vous avez une passion commune quand même pour un type d'anime qui est connu qu'au Japon. Et en France, vous êtes 10 à les connaître. Ça crée un lien. Ouf, j'ai mal au dos, excusez-moi. Et je rattrape. Salut Liana, comment vas-tu? Ce qui est important, c'est d'être content de voir des gens en conve. Avoir un groupe de potes fixe, c'est cool, mais on peut faire sans. C'est vrai. Après, il y en a qui aiment bien avoir un groupe de potes fixe. Je pense que ça les rassure. Je pense que avoir un groupe de potes fixe, ça leur fait une sorte de routine qui les rassure. Moi, j'ai eu beaucoup de groupes de potes fixes en vrai. Je suis quelqu'un qui a besoin de stabilité. Parce que je suis instable moi-même, ok? J'ai fait des années comme ça, j'ai bien vécu avec les groupes de potes ne sont formés au fil de l'eau. J'étais pote avec des gens sans pour autant faire partie de leur groupe d'amis et ça m'allait très bien.
Alors, t'as de la chance parce que moi, I need to be number one. I need to be the chosen one. Tu vois, je suis l'ami, je veux qu'on me choisisse en tant qu'ami. Je veux pas juste être là. Mais on n'a pas tous la même manière de gérer l'amitié. Mais c'est vrai que aussi, moi, ça m'est venu vraiment avec le temps, hein, de trouver un groupe d'amis avec lequel je me sens bien, avec lequel je me sens à l'aise, où je sais que je suis pas forcément jugée et tout, où je suis pas tout le temps en train de marcher sur des œufs et tout. Ça m'a pris énormément de temps, vraiment, vraiment de temps. Et aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai un je m'en foutisme global en mode, je profite, là, l'amitié, elle marche, elle est cool, on s'entend bien, c'est trop cool. Et si un jour, ça vient à se finir, bah, c'est pas grave, on aura passé des super moments, tu vois, et basta. Voilà. Bah écoute, ça va, Liliana. Est-ce que le chat, vous pensez qu'on a répondu à la question? Comment s'intégrer à un groupe prédéfini? S'intéresser aux gens, passer du temps avec? Accepter peut-être de s'ouvrir aux autres? Si vraiment une technique très spécifique, faire des cosplays de niche ou des trucs très niches pour se retrouver. Et je pense aussi qu'il ne faut pas trop se poser de questions. Moi, je pense que si vous êtes mal à l'aise, vous transmettez votre malaise et votre mal-être à la personne. Et du coup, ça aide pas. Et il faut mieux avoir 1 ou 2 amis qu'avoir un grand groupe d'amis. Je pense vraiment que avoir 30 amis, c'est beaucoup moins intéressant qu'avoir 2 personnes sur qui tu peux compter tout le temps et qu'il n'y a pas de souci, tu vois. Ça, c'est mon avis perso, mais je pense vraiment... Enfin, quand on dit les amis, c'est la famille qu'on choisit, je pense que c'est pas uniquement pour dire ouais, ta famille, ils sont peut-être mauvais, mais t'as tes amis. Pour moi, ça veut aussi dire c'est ta famille que tu choisis. Donc, choisis-les bien. Choisis pas les 30 qui arrivent comme ça. Choisis tes amis parce qu'ils vont devenir ta famille. Et les meilleures rencontres se font. Et puis ça, je suis assez d'accord. Et je pense même que moi, mes meilleures rencontres, c'était des amis d'amis, finalement. Des gens avec qui tu t'entends bien, tu passes du bon temps et tout. Ils sont sympas, tu vois, mais c'est pas non plus des gens, voilà. Ils te présentent quelqu'un et t'es en mode putain, toi, t'es mon bestie, tu vois. Et ça, c'est trop cool. Aussi, les amis d'amis, parfois, c'est eux qui vont devenir tes super potes. Et c'est assez étonnant comme sensation et tout. Moi, ça m'est arrivé de présenter 2 potes en me disant elles vont bien s'entendre. Elles sont devenues meilleures amies du monde. Et moi, j'étais là en mode ok. Je m'attendais pas à ça, tu vois, mais tant mieux, parce que on va trouver des amis aussi par les liens autour. Parfois, ça part sur une bagarre dans un bac à sable et 20 ans plus tard, ça n'a pas bougé. Alors, c'est vrai que moi, j'ai la même pote depuis la crèche. Hein. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire ça. La même... pour moi, c'est ma sœur, hein, c'est même plus une amie. J'ai une copine que je connais depuis la crèche. On a tout le temps été dans la même classe. On est tout le temps partis en vacances ensemble. On s'est rencontrés à la crèche. Nos parents, du coup, se sont rencontrés et on est toujours restés ensemble. Et du coup, pour moi, c'est ma sœur. Et ouais, depuis la crèche. Mais du coup, je pense aussi que ça m'aide dans ma relation aux autres parce que du coup, j'ai toujours eu des relations... Elle, c'est une normie. En plus, je pense que demain, on se rencontre, on se dit, mais... Genre, on n'a rien en commun. C'est pour ça que c'est vraiment ma sœur. Mais du coup, j'ai toujours eu un pilier qui était elle. Du coup, je pense que ça aide aussi à avoir un peu plus confiance en soi. Parfois, on rencontre des Français qui ne savent pas quel bus prendre. Je sais de quoi tu parles. Thierry, elle a rencontré quelqu'un avec qui elle s'entend extrêmement bien, qui est devenue une très bonne amie à elle, en Italie, sur un arrêt de bus, sur un port, je crois. Ça n'a aucun sens. Elles se sont rencontrées, parce que je connais les 2 personnes. Les 2 personnes me l'ont raconté cette histoire, ça m'a tué de rire. Et elles sont devenues super potes. Et je trouve ça hilarant, parce que je trouve que c'est vraiment ça l'amitié, c'est rencontrer quelqu'un et en fait, tu t'y attends pas et elle devient hyper importante dans ta vie. Et puis parfois, la personne devient importante plus tard. Exemple, Lunette, qui est ma meilleure amie, quand on s'est rencontrés, on n'a pas eu un clic émotionnel en mode « Oh là là, on va devenir potes » et tout de suite intense. Pas du tout. On s'est rencontrés et au fil des années, on est devenus vraiment copines. On a passé du temps ensemble, on s'est vus aux soirées, on a discuté, puis
Elle s'est mise en couple avec un copain. Alors du coup, je la voyais encore plus. Et en fait, au fur et à mesure des années, on a construit une amitié vraiment progressive. Ce qui fait qu'on se connaît extrêmement bien parce qu'on a eu cette amitié très progressive et pas genre explosive. Et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était une des personnes avec qui je préférais être et moi, une des personnes avec qui elle préférait être et qu'on était en fait super potes, tu vois. Mais c'est pas venu en 1 an, c'est venu en 3-4 ans. Et du coup, parfois, on veut trop vite être dans les groupes d'amis. On donne pas le temps aux gens juste de te connaître, de te comprendre, voilà. Et puis, je pense qu'il faut être sincère aussi dans sa démarche. C'est-à-dire, faut pas être ami pour être ami. Tu rencontres les gens, tu t'intéresses à eux, ça match ou pas, et si ça match, bah, t'as juste envie de passer du temps avec, quoi. Ce que tu cherches, tu perds. Ce que tu cherches pas, tu trouves. C'est vrai. Ouais, je trouve que moins tu cherches, plus tu trouves en général. Mais ça, c'est difficile à garder en tête. Dans le cosplay, les gros groupes, je trouve. Alors, je termine juste la phrase parce que je trouve que tu disais Ferry, pardon, je vais y arriver. Dans le cosplay, les grands groupes sont super valorisés, ce qui explique que les gens veulent se faire des amis cosplay. Je trouve que c'est moins le cas maintenant. Je trouve qu'il y a... Moi, quand j'ai commencé le cosplay, je trouve que c'était assez vrai. C'était des grands groupes très parisiens ou très de l'Est. Et puis, tu faisais des soirées, on était 40. Tu faisais partie du groupe. Et c'est comme ça que tu rencontrais, que tu networkais. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup moins ça. T'as moins cette impression de groupe. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, ça a été très valorisé. Arrête de chercher... J'arrête de chercher l'argent, j'ai compris. Mais ouais, laissez le temps aux gens aussi de vous connaître. Laissez-vous le temps aussi de vous rendre compte si vous appréciez vraiment les gens ou si juste vous voulez une relation. Enfin, à un moment donné, est-ce que, quand tu te sens pas inclus, est-ce que toi non plus, est-ce que tu as envie d'être inclus à ce groupe-là vraiment finalement, ou est-ce que c'est juste pour l'image, tu vois? Et puis, ça dépend de l'âge, hein. Laissez-vous le temps de grandir, d'apprendre comment ça marche les relations. Et je vais dire un truc qui est peut-être un peu dur, mais peut-être aussi parfois faire des efforts sociaux. Peut-être que vous avez des comportements sociaux parfois qui, peut-être, ça arrive, qui peuvent mettre mal à l'aise les autres. Et c'est hyper dur de s'en rendre compte et c'est hyper dur de travailler dessus. Mais peut-être qu'en avoir conscience, ça peut vous aider à comprendre parfois ce qui peut gêner dans la relation sociale des autres. Et peut-être soit prévenir de ça ou contourner le problème, etc. Moi, j'ai plein de comportements sociaux qui m'ont posé problème pendant très très longtemps, sur lesquels j'ai dû travailler de ouf. On en parlait la dernière fois en stream, mais le fait que moi, j'ai pas du tout de tact. Je suis quelqu'un... Voilà, j'ai du mal à pas dire ce que je pense, parce que je pense beaucoup, donc en fait, j'ai du mal à trier. Enfin bref, on s'en fout, je m'égare. Mais globalement, j'avais pas de tact. Et en fait, pendant longtemps, je blessais les gens sans trop m'en rendre compte parce que j'étais trop... C'est même pas trop honnête, c'est juste que En fait, je disais des méchancetés, mais comme j'avais pas d'intention méchante, je comprenais pas que c'était des méchancetés. Comme mon intention n'était pas méchante, je me disais, bah, c'est pas une méchanceté. Mais en fait, avec le prisme de l'autre personne, c'était de la méchanceté. Et socialement, ça passe pas du tout. Et j'ai dû faire des gros efforts pour ne pas dire aux gens ce que je pensais vraiment parfois. Parce que ce que je pense, c'est pas que c'est faux ou vrai, et l'idée c'est pas d'être hypocrite, mais c'est juste que en fait, les gens ont un vécu, un passif, une culture de parole ou quoi que ce soit, qui fait que eux peuvent le prendre complètement différemment de ce que je veux dire, et que je vais créer plus de tort que de bien, et que ça vaut pas le coup en fait, et que dans ce cas-là, soit tu trouves une manière de le dire plus douce ou avec du tact, soit tu fermes ta gueule. Et ça a été très très long. Ça a été très très long pour moi à travailler dessus, parce qu'en plus du coup j'avais l'impression d'être hypocrite ou de mentir et tout. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux, mais ça m'a pris énormément de temps de me rendre compte que moi-même je créais des situations où socialement j'allais me faire rejeter parce que en fait j'étais pas adaptée au groupe. Les restos after-conv, tu rencontres beaucoup de gens, surtout dans la vingtaine. C'est un truc très de la vingtaine, ça, les restos after-conv, où vous êtes 30 ou 40 et du coup, tu te retrouves à côté de quelqu'un que tu connais pas. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Valentin. La vérité, j'ai rencontré Valentin sur un resto d'after-conv où on s'est trouvés en face l'un de l'autre et on s'est rencontrés comme ça. Donc c'est vrai, il faut trouver des introvertis moins introvertis que toi.
à la technique. Il faut se remettre en question autant qu'on remet les autres en question. Ça, je suis assez d'accord. Et je pense vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui ont des comportements qui ne sont pas forcément adaptés à la société actuelle et aux normes actuelles. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Hein. C'est juste que c'est pas habituellement ce qu'on voit et que ça peut mettre mal à l'aise les gens et qu'à un moment donné, peut-être que se rendre compte de ces comportements-là et les adapter, ça peut vous aider à mieux vous intégrer. Voilà. Mais par exemple, Jessica, ça fait des années qu'on gravite dans le même groupe, quand même. Ça fait des années qu'on se voit et tout. Et ben au fur et à mesure des années, ça prend du temps, mais au fur et à mesure des années, on se rapproche. Et aujourd'hui, ben, on s'envoie des messages super souvent. Je l'ai invitée à mon mariage, je suis trop contente de la voir. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et ça a mis du temps à créer cette amitié. Et je suis contente que ça ait mis ce temps parce que j'ai l'impression que du coup, on a pu être l'une et l'autre complètement honnêtes. On se connaît pour ce qu'on est. Et quand on se parle, il n'y a pas de faux semblants parce qu'on se connaît depuis longtemps. Et qu'on a pris le temps de construire en fait une amitié sincère. Et on s'est pas dit tout de suite, tiens, on devient pote et tout. Et en plus, on n'a pas non plus, je pense, moi c'est un truc que j'aime bien, c'est avoir des amis dans plusieurs groupes, mais pas m'intégrer à leur groupe. Par exemple, Jessica, elle a des amis, c'est pas forcément mes amis, et ça me va très bien. Et moi j'ai des amis, c'est pas forcément les amis de Jessica. Et comme ça, quand je vois Jessica, je suis contente. Parfois, je rencontre d'autres personnes, c'est cool. Mais j'ai mon groupe, j'ai pas besoin de m'intégrer au sien, tu vois. Et ça, je trouve c'est bien aussi. La majorité des rencontres avec des vrais amis, c'est souvent dans les Alors oui et non, c'est juste qu'on gravite beaucoup dans un monde de conventions, nous, parce qu'on est des gros puants et qu'on passe notre vie en convention. Mais la réalité, c'est que c'est parce que nous, c'est là où on va socialiser. Mais il y a plein de gens, ça va être dans les bars, il y a plein de gens, ça va être en boîte, ça va être en concert. Enfin, en fait, ça dépend juste de ton mode de vie. C'est-à-dire que dans un mode de vie de puant, ça va être sur un serveur WoW, un serveur FF14 ou en convention. Voilà. Ouais, t'es un gros puant, Sombrevent, et alors? Tu es étonné? Les troubles sociaux, comportements, etc. sont des choses avec lesquelles on doit gérer et vivre, mais ce ne sont pas des excuses pour le comportement. Je suis assez d'accord. De toute façon, on est d'accord avec ça avec Valentin. Et puis tous les deux, on a des problèmes de troubles. On a des troubles sociaux et des troubles de comportement. Tous les deux, on est bien placés pour dire que c'est un enfer au quotidien parce que tout nous demande plus d'efforts. Tout est plus fatigant, surtout socialement. C'est épuisant. Mais en même temps, il faut s'adapter aussi autour. Mais il faut aussi se préserver en trouvant des personnes avec qui peuvent comprendre quand parfois vous avez des breakdowns, qui vous comprennent en fait. Bah après, encore une fois, je reviens à mon point on n'a pas tous la même notion de l'amitié et on n'attend pas tous la même chose de l'amitié. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'être sincère dans votre manière d'être amical pour trouver des gens qui sont, comment dire, qui ont à peu près la même vision. Il y a des gens, leurs amis, ils s'en fichent s'ils les voient qu'en conf, justement, et qu'ils n'ont pas besoin de relations profondes, de relations ou de discussions hyper deep et tout. Et il y a des gens, moi j'adore des groupes plus restreints où on est 4 autour d'un gâteau et qu'on refait le monde, tu vois. Ça c'est mon type d'amitié. Moi, j'ai besoin de parler de vraies choses. Voilà, je suis comme ça. Mon frère, il est tout l'opposé. Mon frère, tous ses potes, c'est des gens qu'il connaît depuis... Enfin, il a 200, 300 potes, je sais même pas d'où il les connaît, sûrement des soirées, et des boîtes, et de concerts, et de machins. Et ils se voient comme ça en soirée, ils sont contents, et ça leur suffit. Chacun ses amitiés. Oui, je commence à tourner en rond, je comptais passer à la question suivante. Je comptais le faire. Bon, du coup, c'est répondu. On va passer à la question 4. Question 4. Le problème, titre du problème, c'est quelqu'un de très factuel qui m'a répondu. Titre du problème, non-visibilité. Décrit le problème. Depuis 7 ans, on travaille d'arrache-pied pour faire des épisodes fictionnels sur notre chaîne YouTube. Quel type de solution cherches-tu? Comprendre comment mettre en avant notre contenu. Ceci est une bouteille à la mer, j'avoue qu'en tant que chef de projet, je commence à être de moins en moins motivé à continuer. Donc c'est très succinct. Mais je pense avoir saisi le problème. Je pense que du coup c'est un groupe, mais bon ça va aussi pour une personne seule qui crée du contenu. Ici c'est des épisodes fictionnels, mais ça pourrait être n'importe quoi. Et qui n'a aucune visibilité sur les réseaux et qui n'arrive pas à donner de la visibilité à ses projets et qui du coup
est frustré et a du mal à s'investir plus dans son projet parce qu'il y a un manque de visibilité et que c'est quand même un de ses objectifs dans son partage sur les réseaux, c'est cette visibilité, c'est le rapport aux spectateurs. La question, pour moi, c'est ça. On est d'accord, le chat, que je pense avoir bien compris la question parce que c'était succinct. Donc, j'ai pas de solution. Alors déjà, j'ai pas de solution miracle. On va aborder plusieurs points pour la visibilité, mais ça veut pas dire de un que ça va marcher. Il y a rien de miracle. Et de deux, peut-être que, vu que c'est très succinct, tu vas peut-être me dire, j'ai déjà fait tout ça, ça marche pas. Voilà. Je peux pas. C'est très succinct, donc je vais répondre avec ce que je peux. Donc, les problèmes de visibilité. Là, en plus, ça parle de chaîne YouTube. C'est déjà... Alors, je vais essayer d'organiser mes pensées. C'est très compliqué, c'est un peu chaotique dans ma tête. Si mon déroulé n'est pas hyper logique, on le reprendra. Vous me posez les questions dans le chat, il n'y a pas de problème. Déjà, les visibilités ne sont pas les mêmes en fonction des réseaux. C'est-à-dire que, par exemple, sur TikTok, faire 1 million de vues, c'est pas pareil que faire 1 million de vues sur YouTube, qui n'est pas pareil de faire 1 million de vues sur Instagram. Mais au-delà de ça, la manière d'être visible sur ces réseaux n'est pas la même selon la plateforme. Par contre, il y a des tendances générales qui se dégagent, qui font que tu peux à peu près être visible sur toutes les plateformes en même temps. Donc pour avoir plus de visibilité, il faut s'intéresser à ce qu'il y a de la visibilité aujourd'hui, et ce, sans jugement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui n'ont pas de visibilité, dont le premier réflexe, ça va être de dire de toute façon, aujourd'hui, si tu danses pas et que t'as pas 15 ans, tu fais pas 1 million de vues. C'est pas vrai. C'est pas vrai, en fait. Tu peux avoir de la visibilité en faisant des trucs très travaillés, très chiadés et très très bien. Et il y a beaucoup de contenus aujourd'hui très travaillés et très poussés qui ont beaucoup de visibilité. Par contre, un truc réel, c'est qu'il y a beaucoup de contenus très travaillés qui paraissent, c'est l'eau est forte, et du coup, qui donnent l'impression aux gens qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts et qu'ils ont max de visibilité, alors qu'en vrai, il y a un travail de fou derrière, mais que c'est l'impression du lot est forte qui fait que ça a de la visibilité. Déjà. Du coup, intéressez-vous sans jugement, sans vous dire ouais, c'est juste parce que elle est... Parce que moi, j'ai eu ça. Hein. Et c'est de la misogynie. Ouais, c'est juste parce qu'elle est belle qu'elle est connue. Moi, on me l'a déjà dit plusieurs fois. C'est réduire la personne à ça. Et du coup, sa visibilité à ça, c'est, je pense, se mettre un doigt dans l'œil et ne pas du tout comprendre comment marchent les réseaux. Donc, intéressez-vous aux réseaux. Si votre but, c'est d'être visible et de monter une communauté, ce qui n'est pas le but de tout le monde, on peut être sur les réseaux sans avoir envie de visibilité. Et je pense même que c'est la manière la plus saine de poster sur les réseaux. Donc vraiment, et croyez-moi, ça vient de quelqu'un qui a cherché de la visibilité toute sa vie et qui en cherche encore parce qu'elle en vit. Je pense sincèrement que le mieux, c'est de poster et qu'on s'en fiche de la visibilité. Au-delà de ça, si on a besoin de visibilité pour X ou Y raison, intéressez-vous aux réseaux et intéressez-vous aux algorithmes, aux visibilités, et ne croyez pas tous ces influenceurs, je sais pas, tous ces comptes qui vont t'expliquer comment mettre 3 astuces en place pour passer de 300 vues à 3 millions de vues. Ça ne marche pas parce que leurs conseils éludent des choses très importantes des réseaux sociaux. Voilà. Valentin qui dit « Si tu ne crées pas ton contenu pour la visibilité, alors il ne faut pas tenter. » Bah c'est ça. En fait, tu es obligé d'adapter ton contenu à la visibilité. Déjà, tu ne peux pas... Si tu veux de la visibilité, tu peux pas te dire « Je crée un truc et j'espère que ça va être visible. J'espère que ça va décoller. » Ça n'existe pas. Ça, sauf exception. Il y a toujours une exception, il y a toujours une personne qui va dire « Mais si ». Et il y a toujours aussi des personnes qui vont mentir en disant « Non, mais moi, j'ai fait ça juste comme ça et en fait, ça a vachement bien pris. » Stop. C'est pas vrai. Tous les trucs qui marchent, c'est parce que la personne, en créant son contenu, a cherché de la visibilité et a repris les codes qui permettent d'avoir de la visibilité. Tu peux pas espérer un super nombre de vues en faisant quelque chose qui ne parle qu'à toi. Et je sais de quoi je parle parce que sur YouTube,
j'ai tendance à poster uniquement des trucs qui me parlent à moi et justement à ne pas aller dans ce qui fait sur YouTube la visibilité parce que ça ne m'intéresse pas ce qui est en ce moment en trend et j'ai pas envie de créer des choses qui ne m'intéressent pas. Et du coup, derrière, j'ai une visibilité restreinte. Mais parce que je ne crée pas selon les codes de visibilité et je ne crée pas selon ces codes de visibilité pour deux raisons. De un, comme je disais, ça m'intéresse pas forcément, mais au-delà de ça, de deux, j'ai pas le temps et les compétences de montage pour avoir le niveau qu'il faut aujourd'hui pour être visible. La réalité, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, sur YouTube, ça demande quand même un niveau de montage et de rythme et d'écriture qui est très très élevé parce qu'aujourd'hui sur YouTube, toutes les vidéos qui marchent, quasi, surtout les gros youtubeurs et tout, je parle, elles ont été écrites par quelqu'un, par des auteurs, des gens dont c'est le métier, qui ne sont pas devant la caméra. Il y a une équipe de prod derrière, il y a une équipe de montage derrière, et la personne qui est devant caméra, c'est le youtubeur, mais c'est pas lui qui a écrit sa vidéo, c'est pas lui qui a monté sa vidéo, c'est devenu une production assez conséquente. Et même les trucs qui paraissent avoir effortless, ça ne l'est pas. Exemple, les vlogs d'Enjoy Phoenix. C'est une monteuse qui les monte. C'est pas Enjoy Phoenix qui monte ses vlogs, en fait. C'est une monteuse. Donc, il y a tout... Enfin, ça a rendu YouTube très difficile pour devenir visible. Déjà. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de créer du contenu pour soi, mais il ne faut pas miser sur une envolée des vues comme ça. Exactement. Moi, YouTube, je sais que je ne ferai jamais 100 000 ou 200 000 abonnés parce que je crée du contenu sur YouTube qui me plaît à moi et je sais que c'est pas du contenu qui plaît à tous. Et c'est ok, c'est ok. C'est juste... Parfois, c'est un peu frustrant, je suis d'accord. Je suis la première à être hyper frustrée parce que j'ai passé 3 semaines à monter une vidéo, 2 mois à la faire, et je fais 500 vues et ça me pète les couilles parce que j'ai passé des heures et des heures dessus et je considère que ça pourrait plaire à plus de gens et ça me fait chier. Mais la réalité aussi, c'est que je me suis pas, j'ai pas créé ça pour les autres, j'ai créé ça pour moi. La plus grosse cible, ce sont les jeunes et dans ce cas-là, il faut être à fond dans les tendances du moment et les trends. Ceux qui consomment le plus les réseaux, effectivement, c'est les jeunes. Pour les œuvres fictionnelles, alors déjà de base, les œuvres fictionnelles, c'est pas ce qui est le plus consommé sur YouTube. Et depuis très longtemps, on l'a vu avec Cyprien qui a vu ses chiffres extrêmement baisser quand il s'est mis au fictionnel. On l'a vu avec plein de créateurs de contenu qui se sont mis à la fiction, qui faisaient des très bons stats avant et tout d'un coup ça a chuté. Tout simplement parce que YouTube n'est pas une plateforme où les gens vont pour de la fiction. Les gens qui veulent de la fiction, ils vont sur soit des plateformes de streaming, Netflix, Disney+, etc. Soit ils vont lire des... Enfin, ils vont sur des plateformes spécifiques en fait à la fiction, qui est catégorisée en quelque sorte fiction. Là où YouTube est plutôt marketé soit sur le fun, soit sur le réel. Donc soit il faut que ce soit des vrais sujets d'investigation, documents, tu vois, le true crime, le documentaire, tout ça, ça marche très bien sur YouTube. Ou le divertissement, fit and fun, les 100 plus grands machins, voilà. C'est vraiment ces deux trucs-là. Dès que t'es dans un entre-deux, c'est plus compliqué. Cadet Vanilla et l'échec que ça a été pour Antonanel juste parce que c'était différent d'avant et parce que c'était de la fiction. Mais complètement, la fiction sur YouTube, c'est très compliqué. Par contre, je trouve que je trouve que TikTok, il y a de plus en plus une place à la fiction de par son format court et justement l'algorithme qui peut créer des situations de fiction assez intéressantes. Je trouve que Feldup en parle bien. Je trouve que le format court, vertical, se prête très bien pour certains formats de fiction. Et en short, du coup, aussi, peut bien marcher. Et que peut-être que réorienter parfois sa fiction soit sur des formats plus adaptés, c'est-à-dire les gens qui consomment de la fiction sur TikTok, par exemple, ou avec des codes plus trendy, ça peut aider à la visibilité. Et aussi, il faut être conscient parfois qu'on se trouve dans une niche qui n'est pas gigantesque. C'est quoi de la visibilité pour toi? Est-ce que tu veux faire 1 million de vues ou est-ce que tu veux faire 1000 vues, tu vois? Le cosplay, par exemple, c'est une niche. Tant que je ferai des vidéos cosplay, je resterai dans cette niche et je pourrais pas avoir, surtout des vidéos cosplay en français, je pourrais pas avoir des milliers de vues sur mes vidéos. C'est ok. C'est ok. Par contre, si je veux élargir, si vraiment mon but, c'est de monter mon nombre de vues,
Il faudrait que je passe à quelque chose de moins niche, peut-être le costume en général, peut-être l'animation en général, je ne sais pas, et peut-être pas en français. La niche est très importante aussi, et c'est important de se rendre compte de c'est quoi une bonne visibilité dans cette niche-là. Oui, et Cyprien, il a fait plein de courts-métrages où il a été hyper déçu des chiffres et tout. La fiction ne marche pas sur YouTube. Je crois même avoir écouté une interview de... Non, pas de Cyprien, c'était une femme. Je sais plus quelle femme... Ah, si, je crois que c'est... comment elle s'appelle? C'est pas une interview, j'ai vu un moment où elle en parlait dans un podcast. Emma, je sais pas quoi, elle faisait de la beauté à un moment donné et après elle est passée à la fiction et en fait elle parlait du fait que la fiction sur YouTube c'est très compliqué, que ça coûte très très cher mais tu fais très peu de revenus avec. C'est vraiment le truc qui est pas forcément le plus simple à avoir en visibilité. Amy... Ah, c'était peut-être Amy. C'est ça. C'est peut-être Amy. Amy Makeup? Je sais plus. Bon, en gros. Donc, si tu veux deux conseils très pratico-pratiques pour revenir à ce qu'on disait, soit il faut jouer avec les codes de la visibilité de YouTube, donc s'intéresser à qu'est-ce qui marche, pourquoi ça marche, qu'est-ce que je peux proposer par rapport à mon contenu, par rapport à ce qui est visible, comment le mettre en avant. En fait, t'intéresser tout simplement aux trends YouTube, analyser les différents contenus, que ce soit dans ta niche, donc dans ta niche des vidéos de fiction et peut-être plus large pour reprendre un public un peu plus large. Il y a déjà ça. Et puis après, se poser la question de est-ce que YouTube, c'est la plateforme appropriée pour ça? Est-ce que finalement, votre fiction, elle serait pas mieux sur une autre plateforme? J'en sais rien. Mais je connais pas assez l'univers de la fiction. Moi, c'est justement, je consomme pas du tout de vidéos de fiction. Mais ça se pose, la question se pose, c'est où est la base de fans des amateurs de fiction? Voilà. Je pense que ça répond à la question. Amy LTR? Non, pas LTR. Attends, putain, j'ai un doute. Je crois que je l'ai dans mes follow depuis 15 ans. Le chat, si vous avez des derniers conseils, c'est maintenant. Ah non, c'est pas quelqu'un que je suis du coup. Si, Amy LTR, c'est ça. Amy LTR. J'ai arrêté de suivre ce qu'elle fait. Ok. Il est quelle heure? 20h45. On a fait 4 questions. Je propose qu'on en fait une 5e et on s'arrête là. Parce que là, j'ai commencé à 19h30. Quoique non, on va s'arrêter là. Hein. Et je garde les 3 dernières pour tout à l'heure. C'est pour la prochaine fois. Je pense qu'on gardera les 3 autres pour la prochaine fois. Et qu'on va s'arrêter là. C'était déjà un peu... Ça fait déjà 1h30 qu'on est dessus. Je pense que c'est bien. Et le chat, si vous avez des questions, c'est maintenant. Comme ça, on fait la fin de stream avec les questions-réponses du chat. Et après, je couperai le stream. Je pense que c'est bien. Comme ça fait pas trop tard. Ça fait pas une rediff trop longue pour YouTube non plus. Et ça laisse quelques questions pour la prochaine fois. Qu'en pensez-vous? Répondez-moi, s'il vous plaît, me laissez pas toute seule. Si vous me répondez pas, je vais pleurer. Hein. Attention. Hein. Attention. Hein. Attention, hein. Vous répondez pas, je vais pleurer. Oui, je t'aime. C'est quand même la prochaine fois. Alors, je pense que ce sera début mars, mi-mars. Parce que comme j'ai ma convention fin février, dont on a parlé tout à l'heure, je pense que je ferai après cette convention-là. Du coup, ça laissera le temps de faire... Il me reste 3 formulaires, dont un qui est assez rapide à répondre. Enfin, c'est pas des questions trop longues non plus, mais je préfère les garder pour la prochaine fois. Et comme ça, s'il y a des gens qui ont d'autres questions, ils pourront poser. J'essaye de faire tous les 2 mois, 1 mois, 2 mois. Tous les mois, je pense que ce sera trop pour moi, avec mon emploi du temps et tout. Mais tous les 2 mois, ça me semble faisable. Donc, merci à tous surtout d'avoir suivi le stream. J'espère que ça vous a plu, en vrai. Moi, j'ai passé un très bon moment.
J'espère voilà que ça a répondu à des questions. En tout cas, merci d'avoir été très 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 gentil et comme d'habitude bienveillant et toujours là en fait avec nous. Je vous propose de vous emmener. Je vais vous emmener chez Faror qui est sur Animal Crossing parce qu'ici on aime Animal Crossing. Et en plus c'est le nouveau avec le DLC et tout. Vous lui faites des bisous, je vous laisserai avec elle et merci pour tout.